Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à cette première table ronde consacrée aux enjeux de la réforme de 2018 pour les établissements d'enseignement supérieur. Cette table ronde sera animée par moi. Dans sa première partie, je m'appelle Tatiana de France, je suis directrice générale à l'École polytechnique exécutive Education. Et je suis en même temps le copilote du groupe de travail formation continue au sein de la commission formation de la conférence des grandes écoles. Et la deuxième partie de notre table ronde, à savoir la séquence questions-réponses, sera animée par mon confrère Thibaut Brémaud, qui est responsable formation continue à l'ISAE Supaéro, et mon confrère et copilote du groupe de travail formation continue à la CGE que je viens d'évoquer. Je vous présente nos invités. Donc, nous avons plaisir d'accueillir aujourd'hui, comme l'a évoqué Hugues tout à l'heure, Anne-Laure Marron, directrice du CFA et responsable alternance à Neoma Business School. Olivier Faron, l'administrateur général au Conservatoire national des arts et métiers. Michael Charby, directeur de la certification professionnelle à France Compétences. Et Nicolas Rivier, directeur de la transformation à l'OPCO Atlas. Donc, l'objectif de notre rencontre est de positionner les dernières évolutions réglementaires et législatives au regard des enjeux et des attentes des grandes écoles et des établissements d'enseignement supérieur au sujet de ces résultats. Le thème est vaste, le thème est complexe. Faire un tour d'horizon en 1 heure est déjà un défi en soi. Et je remercie tous nos invités d'avoir accepté ce challenge. Nous allons commencer notre tour d'écran avec Olivier. Bonjour Olivier. Le Conservatoire national des arts et métiers est un des plus grands établissements d'enseignement supérieur et de recherche français. Il est également le premier acteur public du marché de la formation continue en France et nous en sommes tous jaloux. Quels étaient pour vous, donc déjà quel bilan faites-vous de la mise en place de la réforme et quels étaient pour vous ses bienfaits et ses limites et quelles sont aujourd'hui vos attentes quant à la suite de sa mise en place? Merci beaucoup et très heureux, très heureux. D'abord, merci beaucoup à la CGE de m'avoir invité. Je suis d'ailleurs membre de la CGE, mais je suis très heureux et très heureux de souligner aussi tout le bien fondé de la thématique choisie. Prendre comme thématique la formation tout au long de la vie, c'est à la fois un enjeu et un choix très important et je voudrais le saluer. D'autant plus que nous sommes à quelques encablures, à 2 mois de la commémoration des 50 ans de la loi Delors. Donc, il y a une vraie continuité qu'il faut rappeler. Alors, la question, puisque le temps est contraint, donc je voudrais vraiment concentrer, je dirais que le texte de 2018, parce que c'est la première question, pour moi, c'est un texte qui amène 2 choses. D'abord, il renforce des outils. Et évidemment, c'est la consécration de l'outil compte personnel de formation, mais aussi conseil en évolution professionnelle. Et donc, je dirais que dans un panorama qui a beaucoup changé, il s'inscrit dans le sillon de la loi de 2014. Et donc, il y a une continuité, ce qui pour les acteurs est très bien. Mais en même temps, il renforce ces outils, il les inscrit définitivement dans le paysage. Et puis, c'est un formidable levier, il faut le dire, pour le développement de l'apprentissage. Donc, des outils clairs, CPF, CEP, l'apprentissage. Donc, c'est vraiment un texte qui est un texte moteur, un texte qui nous permet d'avancer sur des bases claires. Le deuxième point, évidemment central, c'est, j'allais dire, le basculement du rapport de force. Nous étions plutôt dans un environnement où c'était principalement les régions qui étaient, j'allais dire, les interlocuteurs, notamment pour l'apprentissage. Et le choix des textes et des politiques qui sont menées, je reviendrai juste après sur les politiques menées, a été de basculer
en transférant le cœur de la compétence, en particulier sur l'apprentissage, des régions vers les branches professionnelles. Donc, c'est un pari de la construction, de la co-construction avec les branches professionnelles. Ce que je trouve, voilà, c'est un pari qui, en particulier pour la CGE, un pari qui parle parce qu'il renvoie aussi à la proximité des grandes écoles avec tout le tissu du monde entrepreneurial. Donc, voilà les deux paris. Je dirais que ces deux dimensions de la loi ont été complétées, il faut l'avoir en tête, par un certain nombre de dispositifs d'accompagnement extrêmement forts. D'abord, des outils, et je voudrais juste en dire un mot, mais l'outil d'application du CPF, c'est une bombe, c'est une révolution, parce que c'est permettre que chacune de nos concitoyennes et chacun de nos concitoyens ait à disposition un outil qui lui permet de construire son programme de formation professionnelle. C'est quand même un outil tout à fait exceptionnel et qui est en train de se généraliser. Donc, cette appli a beaucoup fait bouger les choses et c'est très bien. Et puis, c'est évidemment la construction pour nous, dans notre travail au quotidien, de nouveaux interlocuteurs. Là aussi, grande clarification. Et Michael Charby incarne France Compétences. Nous avons aujourd'hui notre interlocuteur direct. Donc, le paysage, je dirais, est clarifié, simplifié, clarifié. Donc, on sait où on va. Alors, une fois qu'on a dit ça, puisque c'était la dernière partie de la question qui m'est posée, je crois que c'est aussi évidemment l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Merci à Tatiana d'avoir rappelé le rôle central du CNAM. J'y ajouterai, parce que comme je ne suis pas connu, je ne vais pas faire de la fausse modestie, que nous sommes leaders pour la formation ouverte à distance dans le classement du Point d'il y a 15 jours, donc je fais un peu de pub pour le CNAM, ce qui quand même nous a fait plaisir, puisque voilà, on est à la tête de ce beau classement. Qu'est-ce que pour moi il faut faire? Je ne sais pas, Tatiana, vous me laissez encore 2, 3, 4 minutes pour raconter ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour moi, pour nos établissements? D'abord, je pense qu'il faut que nous rentrions en profondeur dans le sillon, dans la philosophie du compte personnel de formation. Ça veut dire quoi très, très concrètement? Ça veut dire qu'il faut y aller, c'est-à-dire qu'il faut faire que nos formations soient, pour faire du mauvais français, CPFisables, c'est-à-dire que ces formations puissent être achetées via le compte personnel de formation, qui va devenir le vrai levier d'achat des formations. Donc, très concrètement, pour nos établissements, par rapport à nos modèles de fonctionnement, ça veut dire privilégier des formations plus courtes, ça veut dire passer systématiquement dans une logique de bloc de compétences, mais j'aurais tendance à dire, pour ceux qui vont vouloir être vraiment pionniers, aller carrément vers des micro-certifications, parce que les micro-certifications, c'est ce qu'on voit se généraliser dans le monde anglo-saxon. Donc, il y a un vrai sujet qui est un sujet de bien se saisir des outils. Sur l'apprentissage, évidemment, la dynamique, elle est extrêmement forte et elle est extrêmement vertueuse dans l'enseignement supérieur. Nous avons, j'allais dire, non seulement déjà pris le pas, mais nous avançons sur l'apprentissage. Donc, je ne suis pas inquiet par rapport à ça, mais c'est évidemment quelque chose qu'il faut ultérieurement affirmer. Après, je dirais que nous avons aujourd'hui, et je voudrais insister dans un dernier temps sur deux dimensions, nous avons, j'allais dire, si on porte l'ambition, et j'imagine que Anne-Lucie, toute l'équipe porte cette ambition-là, nous avons à nous positionner très clairement sur le plan de relance et sur le retour à la croissance du pays. J'allais dire à la fois pour nos apprenants, pour nos élèves, pour les étudiants que nous formons, mais aussi, j'allais dire, pour assurer ce développement-là. Pour moi, cette présence de nos établissements dans ce plan de relance, dans une relance qui doit être économique et sociale, elle doit avoir deux dimensions fortes. Elle doit être une dimension
de construction, de co-construction, et c'est là où le travail avec les branches est extrêmement précieux, de co-construction de la bonne formation positionnée au bon endroit. Donc, il faut à la fois construire les bonnes formations avec les acteurs professionnels, des formations qui ont changé, des formations qui vont changer, des formations qu'il faut adapter, avec, là encore, dans une logique de bloc de compétences. Et au bon endroit, nous avons à être présents dans les territoires où il y a, et je voudrais juste en dire un mot, une formidable demande de la part des acteurs. Quand vous demandez à des maires de petites villes ou de villes moyennes, c'est le cas quand on travaille, nous, dans l'Action Cœur de Ville, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelle est la demande? Quel est le différentiel avec les métropoles? Eh bien, c'est la formation post-bac ou c'est la formation un peu plus élevée. Donc, il y a ce sujet-là. Et le dernier sujet sur lequel je voudrais conclure, et je reviens à la question de la formation ouverte à distance, soyons clairs, sur un sujet comme ça, la concurrence, elle est partout. La concurrence, je suis plutôt, pour ceux qui me connaissent, plutôt libéral, donc la concurrence, c'est tout à fait salutaire. La concurrence, elle est entre nous, elle est avec les organismes de la FFP, hein, du secteur privé de la formation. Donc, il faut que nous travaillions, nous, établissements de la CGE, il faut que nous travaillions sur les différenciants. Pour conclure, il y a à ce stade 2 différenciants forts qui vont marquer nos établissements. Premier différenciant, c'est que nous sommes des établissements par rapport à la formation privée qui disposons de forces de recherche. Et il est très clair que si vous voulez former, parce que je parle sous le contrôle de Michael ou tous les gens de France Compétences, si vous voulez former un data scientist ou si vous voulez former quelqu'un de l'IA, alors que c'est les deux mondes, les métiers en tension, si vous n'avez pas des enseignants-chercheurs à la pointe de la réflexion, eh bien, on peut faire le pari que la personne que vous formerez ne sera pas bien formée. Et le dernier pari, et je conclurai sur ça, c'est évidemment la formation ouverte à distance. Si on regarde le secteur privé a fait un saut de qualité incroyable. Par rapport aux milieu des années 2010, où la Cour des comptes prenait beaucoup de temps à égratigner le secteur de la formation professionnelle privée qui respectait peu les normes, le passage à Calliope, le passage à la qualité, a été quelque chose d'extrêmement favorable, enfin, extrêmement positif pour nous. A contrario, notre différenciant, il est encore d'être les seuls à être capables de faire de la bonne formation ouverte à distance, et évidemment, pour les Français, mais aussi pour l'Europe, pour l'international. Donc, nous avons une belle feuille de route et je suis très heureux. Je remercie encore une fois tous ceux qui m'ont donné mon temps de parole. J'espère ne pas avoir été trop long, Tatiana, et avoir répondu à vos... Non, non, Olivier, vous étiez parfait. Et Merci dans beaucoup. le timing et vraiment dans la clarté de votre synthèse, qui fait effectivement le bilan des points clés de cette réforme-là et qui met l'accent que je trouve très intéressant sur les synergies aussi entre tous les acteurs de la mise en place de ces changements et de cette réforme, à savoir les OPCO, les branches, les France Compétences, les établissements d'enseignement supérieur et des grandes écoles. Et effectivement, ça nous pousse à plus communiquer, à plus réfléchir ensemble. Et dans le réflexe systémique, c'est aussi l'intérêt aujourd'hui de notre table ronde qui réunit donc les représentants de tous ces métiers. Et donc maintenant, nous allons faire le focus sur un sujet particulier sur le développement des formations par alternance et l'apprentissage, qui est un des points clés de la réforme. Neoma Business School a plus de 20 ans d'expérience dans la formation par l'alternance et elle opère aussi les formations donc par les dispositifs d'apprentissage. Je passe la parole à Anne-Laure pour avoir son retour d'expérience sur les avantages, les freins et les attentes que vous avez, Anne-Laure, aujourd'hui dans ce domaine.
Oui, bien, merci. Bonjour à tous. Donc, j'ai 2 heures, c'est ça, pour développer l'ensemble du sujet sur les impacts de la réforme Tout à fait. en 100 minutes alors. Euh, 7 oui, minutes, c'est bien alors. Allez. donc sur le mesurer les impacts de la réforme, j'aurais tendance à dire que je réfléchissais sur le mot le plus approprié. J'aurais envie de parler de tsunami sur fond de crise sanitaire et économique. Donc, c'est vrai que cette année, elle a été un peu particulière. Bon, trêve de plaisanterie, enfin, surtout, ce que je voulais dire, c'est que cette réforme, elle est apparue dans un premier temps comme une opportunité aussi pour nous, notamment sur la possibilité d'avoir une vision globale de l'ensemble de nos sites et de pouvoir en fait créer un CFA propre Neoma, parce qu'il se trouve que nous, nos apprentis sont répartis sur plusieurs sites, sur les mêmes formations, avec pour nous des mêmes enjeux, des mêmes problématiques. Donc, nous, la décision a été prise de créer un CFA interne, non pas pour faire plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas augmenté forcément le nombre d'apprentis, mais pour faire mieux, en se disant c'est l'opportunité pour nous de gérer globalement nos apprentis et d'harmoniser un peu nos fonctionnements. En face, si je dois faire un point sur les difficultés, c'est que la particularité de l'enseignement supérieur, c'est que on est sur des métiers transverses. On est sur des compétences transverses qui intéressent toutes les branches professionnelles. Résultat, nous, en termes d'interlocuteurs, cette année, eh ben, nos 1100 apprentis, ils sont répartis à travers les 11 OPCO. Donc, on se retrouve avec une multiplication d'acteurs. On a les 11 OPCO qui, eux aussi, se mettaient en place cette année et se mettaient en ordre. Donc, avec une difficulté de trouver les bons interlocuteurs, d'avoir les réponses au bon moment, avec des process particuliers, avec des interprétations de lois, chacun comme des lois, hein, vous l'avez bien vu, et des arrêtés qui paraissent des fois 15 jours après qu'on ait choisi de faire quelque chose. Donc tout le monde a été un petit peu voilà, dans une sorte de moulinette cette année. Et un de nos enjeux pour nous, c'est d'identifier comment on va pouvoir travailler et comment on va pouvoir faire évoluer les compétences et nos process et nos formations dans un paysage où on a 11 OPCO différentes, énormément de branches, et voilà, comment on se met en place et comment on travaille. Donc là, on commence à avoir des acteurs spécifiques au sein des OPCO qui commencent à être identifiés. Donc, ça, voilà, on entreaperçoit une sortie, mais c'est quand même une particularité de l'enseignement supérieur, c'est le fait qu'on soit avec une multiplicité d'interlocuteurs, ce qui aussi engendre pour nous une démultiplication du travail administratif. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais en termes de suivi administratif, le changement des facturations, le changement d'interlocuteurs, de process, des portails différents, fait qu'on a eu beaucoup à former notre personnel et à modifier nos process administratifs. Et ce qui, en matière d'enjeux, c'est que des fois, on observe qu'on est à double vitesse. C'est-à-dire que nous, on va raisonner sur nos apprentis sur tout le territoire, tout en désirant quand même avoir un peu d'ancrage régional et de répondre aux besoins de nos régions. Mais nous, on est plus sur une vision globale et nationale, alors que les acteurs en face de nous restent des fois régionaux, voire même départementaux des fois. C'est-à-dire on donne des statistiques sur une toute petite partie de nos effectifs. Donc ça, c'était juste une petite remarque. Par contre, une chose qui reste importante pour l'enseignement supérieur, une chose qu'on observe, c'est qu'on a effectivement envie de continuer la formation par l'apprentissage. Alors au début, ça a été de se dire l'apprentissage, ça va permettre d'introduire une mixité sociale dans nos grandes écoles. C'était aussi une ouverture sociale au départ. Ce qu'on constate avec les années, c'est que ce n'est pas que ça. C'est aussi un formidable outil d'insertion professionnelle, un formidable outil de construction de son projet professionnel.
Et donc, on souhaite pouvoir maintenir ce système par l'apprentissage. Après, évidemment, on est un peu dans l'interrogation de savoir à quelle sauce on va être mangé, notamment par rapport au coût contrat. Parce que ce qu'on souhaiterait, c'est évidemment continuer à promouvoir l'apprentissage dans les grandes écoles, mais il faut aussi qu'à côté, on ait un modèle économique qui fonctionne. C'est-à-dire, on a beau être hyper convaincu du modèle de la pédagogie par l'alternance et de l'utilité, à un moment donné, il faut aussi être réaliste. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, nos entreprises, on ne sait pas dans quelle mesure ils vont pouvoir abonder pour compléter le coût contrat. On sait qu'on rentre dans une période un peu particulière avec des impacts économiques certains. Donc voilà, on attend effectivement de voir comment ça va se passer. Une autre impact quand même de la réforme, c'est Calliope. Donc pour la plupart de mes collègues, on est en pleine certification Calliope. Il y a du bien et du moins bien. Effectivement, il y a des fois, on se dit, mais il y a des critères qui ne sont pas forcément adaptés à notre fonctionnement d'enseignement supérieur. C'est-à-dire que ce qu'on constate souvent aussi, moi j'ai travaillé autant dans le supérieur que dans le bac et infra-bac. Les lois apprentissage, elles sont quand même très construites et imaginées pour du bac ou infra-bac. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on a des limites pour pouvoir faire rentrer l'enseignement supérieur dedans. Donc, je reviens sur Calliope, et puis ça sera mon dernier mot, c'est quand même un formidable outil parce que ça nous oblige à un moment donné à arrêter tout, à prendre du recul. Comme tout audit, en fait, c'est à un moment donné, on s'interroge sur nos pratiques, on s'interroge sur nos process, et effectivement, c'est un moyen de se perfectionner avant tout. En tout cas, c'est comme ça qu'on a décidé de le prendre, plutôt que comme une contrainte. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Laure. Effectivement, c'est le sujet de la formation par apprentissage, c'est le sujet qui anime vraiment beaucoup. C'est un sujet de débat, souvent parmi les acteurs de l'enseignement supérieur. Donc, il y en a beaucoup qui y réfléchissent. Vous avez franchi le pas. Vous y êtes, et donc d'autant plus intéressant de voir ce retour. Ce n'est pas la même chose de connaître le chemin ou d'apprendre le chemin. Et donc, je pense que votre exemple est éclairant et il est inspirant aussi pour beaucoup d'entre nous. Et je pense que vous aurez pas mal de questions sur le chat autour de ces sujets. Après, bien évidemment, comme chaque grand changement, on se pose énormément de questions, comme vous dites, et les interactions, encore une fois, entre tous les acteurs de la mise en place de cette réforme sont hyper importantes. Et vous l'avez évoqué, on a mis quand même pas mal de temps, nous tous, de choper les doigts entre les écoles et les OPCO, par exemple, ou la France Compétences, de trouver un bon interlocuteur, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Du coup, effectivement, Nicolas, vous êtes là, Nicolas Rivier. Donc, je vais du coup faire le lien et passer la parole à Nicolas Rivier, qui est le directeur de la transformation à l'OPCO Atlas. C'est un opérateur des compétences des services financiers et du conseil. Il représente plus de 100 000 entreprises et près de 2 millions de salariés sur l'ensemble du territoire métropolitain. Du coup, Nicolas, peut-être pourriez-vous dire quelques mots au sujet de financement de la formation par l'alternance évoquée tout à l'heure par Anne-Laure et aborder aussi, pour faire écho à ce qui a été évoqué, les impacts de la démarche qualité sur les visibilités des formations auprès des financeurs. Tout en sachant, et là je fais une parenthèse quand même, nous sommes tous intéressés de savoir comment vous prenez en compte, si vous prenez en compte les spécificités des établissements d'enseignement supérieur qui répondent déjà
aux exigences de qualité strictes et de la part de leur tutelle et en tant que les acteurs des classements nationaux et internationaux, etc. Donc, nous sommes dans les démarches de qualité qui sont diverses et variées. Donc, comment vous voyez ce processus de point de vue dont des plus gros opcos opérant sur le marché aujourd'hui? Nicolas? Oui, bonjour, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous. Effectivement, Atlas a ce positionnement un peu particulier dans l'environnement d'être à la, à la convergence de 15 branches professionnelles dont les métiers sont généralement sur des niveaux de qualification assez élevés, ce qui font qu'on a effectivement très largement une adhérence permanente avec l'enseignement supérieur et dans tous les cas avec les formations de niveau supérieur. Pour rebondir un petit peu sur l'expression effectivement des enjeux sur le financement de l'alternance et de l'apprentissage en particulier, moi j'aurais envie de dire qu'on est dans une convergence assez complète avec le constat qui a été dressé sur les difficultés rencontrées, puisqu'on l'a vécu de l'autre côté, mais sur le même sujet. On a les mêmes enjeux que l'ensemble des établissements. Hein. C'est la réussite de cette réforme et la réussite des parcours des alternants. Un environnement effectivement difficile à positionner avec des nouvelles compétences et le fait que les opérateurs de compétences effectivement doivent gérer deux missions qui avant étaient peut-être gérées distinctement entre la gestion, on va dire, administrative du dépôt et le financement lui-même. Donc, des canaux qui ont mis un peu de temps à se caler de part et d'autre, des enseignements qui ont été tirés de la campagne de 2020 et on est beaucoup plus positif pour la campagne 2021 pour proposer aussi un certain nombre de services aux établissements pour faciliter justement cette fluidification. Sur la partie plutôt relative au financement, donc c'était un des gros enjeux, c'est le passage à un financement au contrat avec des niveaux de prise en charge définis dans le référentiel de France Compétences. Par rapport à ça, c'était un enjeu fort dans leur définition pour 2019. Progressivement, tout le monde s'y est fait et on est en train aussi de travailler sur des éléments de mise en visibilité commune sur les règles, les applications, justement pour faire converger les modalités entre les 11 OPCO, parce qu'effectivement, le fait de cette répartition, notamment sur les métiers transverses, ça peut induire cette complexité-là. Donc, on y travaille depuis plusieurs mois et là aussi, on va pouvoir mettre des choses en visibilité qui faciliteront la vie des établissements et sur la bonne compréhension et aussi sur des outils pour opérationnellement que ça soit directement traité. L'enjeu qui apparaît effectivement, c'est l'enjeu de 2022 avec la révision des niveaux de prise en charge, donc qui sera menée comme précédemment par le positionnement des branches professionnelles et la régulation de France Compétences, donc qui s'assure de la convergence et de la cohérence de ces positionnements. Nous avons un intérêt commun à Atlas à ce qu'il y ait une démarche de manœuvre et de travail pour les établissements du supérieur, puisque si on veut que l'apprentissage fonctionne dans le supérieur, nous, ça fait partie de notre travail, donc on a le même intérêt que les établissements. Notre préconisation aujourd'hui, c'est de se rapprocher sans tarder des branches et des représentants des fédérations pour pouvoir mettre en avant la plus-value de l'enseignement supérieur à des grandes écoles pour pouvoir donner des éléments d'argumentation qui permettent de justifier aussi les positionnements qui sont attendus pour disposer des moyens qui sont jugés nécessaires. Et par rapport à ça, c'est un dialogue qui doit s'instaurer le plus tôt possible pour favoriser ce positionnement qui sera effectivement forcément discuté compte tenu de l'équation financière, mais là, c'est France Compétences qui peut l'expliquer sûrement encore mieux que nous, mais on sait qu'aujourd'hui, l'équation financière sur l'alternance est compliquée et que la recherche de marge de manœuvre va être forcément un enjeu extrêmement fort. Alors, pour faire un petit peu la transition sur la partie plus qualité, effectivement, là aussi, c'était une réforme dans le prolongement de la précédente, puisqu'il y avait déjà quand même un précédent sur le référencement qualité. Alors, côté OPCO, il y avait une volonté là aussi d'harmonisation avec la mise en place du
du GIE Datadoc qui centralise le référencement des organismes et la possibilité de mettre à disposition de l'ensemble des financeurs OPCO les éléments. C'est une démarche sur laquelle on réfléchit pour 2022, compte tenu de l'enjeu de Calliope. Donc là, on est entre les deux. Donc cette année, on est toujours dans une situation un peu ambivalente. À partir de 2022, on sera dans une situation plus claire, puisque l'obligation Calliope pour tout le monde, a priori, donnera une certaine simplicité de lecture. Il n'empêche qu'on va prendre en compte, bien évidemment, les exceptions qui sont prévues réglementairement, notamment pour les établissements qui sont certifiés par le HCRS, pardon, la CCESP et la CTI. On sait que l'enjeu, c'est la visibilité par rapport à ça de cette équivalence. Il y a eu une conférence avec France Compétences au mois de novembre dernier qui a réaffirmé cette convergence. Désormais, l'enjeu, ça va être la visibilité à deux échelons. Il y a la visibilité pour ces établissements d'être sur la fameuse liste que va établir l'État sur les établissements qui disposeront d'une certification qui les rendra éligibles au financement mutualisé, au financement public. Et ça, c'est l'enjeu, on va dire qu'il y a un enjeu technique. Et ensuite, il y a l'enjeu aussi de visibilité plus politique ou commerciale, de pouvoir mettre en avant aussi le référencement Calliope sera aussi progressivement une marque qui va se diffuser chez notamment les utilisateurs. Et à partir de là, il y aura un intérêt, au-delà du fait d'avoir une équivalence sur une autre certification, d'avoir cette visibilité Calliope, puisque ce sera plus simple côté entreprise et côté alternant et apprenant de dire oui, c'est cette norme-là, même si bien évidemment les spécificités qui sont prévues seront appliquées et prises en compte évidemment par les OPCO. Sur les modalités, en tout cas cette année, on est sur un allègement par rapport aux organismes qui sont dans la démarche Calliope. L'année prochaine, on va probablement mutualiser là aussi les travaux sur la partie plutôt contrôle pour être vraiment en lien avec cette nouvelle certification qui aura donné une vraie lisibilité pour l'ensemble des établissements. Alors, je repensais aussi un petit peu à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait de l'évolution des métiers, des compétences qui sont nécessaires et le potentiel effectivement de recherche qui permet de faire évoluer cette offre sur les métiers les plus demandés. C'est vrai que c'est un enjeu aussi pour les OPCO là, qui a été revu dans le cadre de la réforme à travers le repositionnement des observatoires qui peuvent représenter une ressource aussi pour les établissements dans la recherche d'informations nécessaires à la diffusion de leurs nouvelles offres. On sait que par rapport à ça, il y a une animation qui se met en place entre les observatoires de branche qui sont maintenant portés par les OPCO comme plateforme et qui font l'objet d'une animation nationale par France Compétences. Donc, on est progressivement dans une mise en cohérence de ces productions, de ces études, de ces données statistiques, ce qui sera certainement un élément de gain en visibilité pour l'ensemble des utilisateurs. Voilà. Et c'est déjà le cas sur certains de nos observatoires. Oui, merci beaucoup Nicolas pour ces éclairages. Effectivement, le rôle des OPCO, il n'est pas facile non plus à tenir parce qu'entre l'application de la réglementation telle qu'elle sort, et comme c'était évoqué par Laure, et je rejoins parfaitement son point de vue, parfois le législateur donc, nous sort des compléments, des circulaires quand on a déjà mis en place une action. Donc, on fait ces pas de va-et-vient, de tango, etc., etc. Et on sait que, comment dire, c'est la faute à personne et le propos n'est pas là, mais peut-être une des solutions. Là, par exemple, quand on s'écoute, on voit que
on a à peu près les mêmes contraintes et on cherche à comprendre de deux côtés comment est-ce qu'on pourrait opérer au mieux et mettre en place au mieux ce changement. Et je vous rejoins sur le fait que les espaces, encore une fois, d'échange, les espaces, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, quand vous avez en face de vous 18 OPCO, quand vous avez en face de vous des branches, quand vous avez, on vous demande la note d'opportunité de ceci ou de cela, on est aussi, on peut paumer. Donc, peut-être c'est vraiment une piste très, très intéressante de créer des espaces de parole, d'échange avec les acteurs de formation professionnelle diverses et variées qui ont tous leurs spécificités. Donc, pour entendre, effectivement, parce qu'on peut être non seulement les acteurs de mise en place de cette réforme, mais beaucoup plus impliqués peut-être dans la pensée comme on l'a dit tout à l'heure, l'expérience est éclairante, toujours, beaucoup plus peut-être même parfois que la réflexion même de très haut niveau. Donc, nous espérons pouvoir continuer à réfléchir sur ces sujets avec vous et vous avez accepté notre invitation donc par la suite de venir, vous ou vos confrères, donc déjà à la conférence des grandes écoles, la commission de formation pour faire vraiment un travail de fond sur le financement de la formation par l'alternance. Mais vraiment, on souhaite encore une fois être des contributeurs de ces processus et resserrer les liens entre donc, nos institutions. Merci beaucoup, Nicolas. Et donc, nous allons continuer avec France Compétences. Michael, vous êtes là? Donc, France Compétences a été créée en janvier 2019 en application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est l'autorité nationale unique de régulation et de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Vous êtes le directeur de la certification. Il faut vous dire que je pense que tous nos auditeurs et moi-même, nous avons eu vraiment les expériences de toutes sortes dans le domaine de dépôt de nos référentiels au RNCP ou au répertoire spécifique. Donc, peut-être, du coup, les questions que je souhaite vous poser aujourd'hui, c'est les questions spécifiques concernant, encore une fois, nos spécificités et comment vous le prenez en compte, nos spécificités en tant que les établissements d'enseignement supérieur. Donc, quelles sont les exigences de France Compétences vis-à-vis de ces acteurs du marché de formation continue et quelle est votre perception de nos spécificités dans le processus de certification professionnelle? Michael. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de cette invitation. Merci aussi des échanges et des interventions précédentes parce que notamment, je reprendrai juste en propos liminaire complètement à mon compte le diagnostic qui a été posé par Olivier. Hein, c'est tout à fait ça. C'est une très bonne synthèse de la transformation en cours. Et c'est bien ce où on est d'ailleurs. On est dans une transformation en cours. On n'est pas encore sur un niveau, je dirais, de maturité ou de maturation de cette transformation, avec les enjeux qui ont été posés, notamment sur le financement, mais pas que, hein, aussi sur où on en est dans le processus qualité. Et donc, dans ce contexte-là, hein, qui est, pour le coup, qui est à la fois une continuité et à la fois, comme exprimait la précédente ministre du Travail, un Big Bang, hein, parce que on est à la fois dans la continuité de la loi de l'ordre, la loi de 2014, mais en même temps avec des changements importants. La spécificité de la CGE et des écoles adhérentes de la CGE se situe très simplement pour nous dans la qualité de ce qui est présenté. Hein. C'est-à-dire que là aussi, et ça fait le lien avec les propos d'Olivier, c'est-à-dire la qualité du processus d'identification des compétences induit nécessairement une qualité
du produit certifiant qui nous est proposé. Et ça se voit très concrètement puisque si les certifications professionnelles qui nous sont proposées à l'enregistrement et au renouvellement sont en moyenne acceptées à 60% dans le nouveau processus de France Compétences, pour ce qui est des labels MS ou badge, par exemple, on est à 88%. Donc ça se voit à travers déjà ce premier indicateur. Alors après, quand on est sur les certifications des adhérents, mais qui ne sont pas labellisés par la CGE, le taux est un petit peu plus bas, mais enfin, il est quand même relativement proche. Donc, ça montre bien que déjà, l'offre certifiante de la CGE est tournée vers quand même l'enjeu premier, qui est la couverture des besoins en compétences du marché du travail. C'est-à-dire que tous les fonds mutualisés qui sont mobilisés, leur désintermédiation, le rapprochement avec les branches, avec les OPCO, ça a une seule finalité, c'est rapprocher l'offre de formation certifiante des besoins concrets du marché du travail. Et tous ceux qui se positionnent en réponse pertinente par rapport à ce besoin-là doivent normalement avoir un rôle qui se renforcera dans les années à venir. Donc ça, c'est le premier. Et en effet, les enjeux de modularisation, de formation à distance, de rapprochement aussi ou de développement du lien avec l'entreprise, parce que derrière ces sujets-là, c'est aussi ça qui est posé, sont des éléments de transformation qui convient de prendre maintenant. C'est le virage, il se prend maintenant. Et donc, en ayant des fondamentaux sains par rapport à ça, c'est en effet une bonne opportunité pour vous. La deuxième spécificité, c'est que la loi prête une attention particulière à la responsabilité des organismes certificateurs. C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui est moins intermédié, qui donne des opportunités à travers le CPF, mais la contrepartie, c'est que les certificateurs ont une responsabilité particulière, puisqu'il est le garant de la fiabilité des signaux de qualification portés par les certifications. Et notamment, nous, d'ailleurs, c'est un rôle qui vient d'être renforcé récemment, puisqu'on a un décret du mois dernier qui a renforcé notre pouvoir de contrôle sur les aspects de communication des organismes certificateurs, mais aussi des organismes de formation qui parfois sont habilités par les organismes certificateurs. Et là aussi, un autre élément vraiment important qu'il faut saluer, c'est bien entendu, les adhérents CGE se démarquent positivement par rapport à ce sujet-là. C'est-à-dire que les enjeux de régulation, et d'ailleurs on peut le voir un peu par rapport à certains usages sur le CPF, pour l'instant, de ce qu'on a identifié et des premières mises en demeure qu'on a faites, on n'est pas sur le champ des adhérents CGE. Mais voilà, c'est vraiment un élément sur lequel il y aura une attention particulière de plus en plus forte, parce que ça fait aussi partie de la régulation qualité, mais aussi financière du système, parce qu'il faut allouer les fonds au bon endroit. Et donc, vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que ces deux aspects qui sont les volets les plus fondamentaux de la réforme, c'est-à-dire les bonnes compétences et la bonne assurance qualité, ces points-là, même si après, il peut y avoir d'un dossier à l'autre, il peut toujours y avoir des sujets ou des différences d'appréciation, mais globalement, on observe une très bonne adéquation par rapport à ces deux objectifs. Après, il y a deux autres spécificités qui sont presque plus des points d'amélioration, on va dire. En même temps qu'on a assisté au durcissement du niveau d'exigence, on a constaté sur l'offre privée une tendance à se regrouper dans le dépôt des dossiers. Et cette tendance-là, elle est moins marquée sur les adhérents CGE, très, très clairement. On sait pourquoi, c'est-à-dire que vos écoles ont une force de marque qui est liée à votre qualité, formative, pédagogique, et aussi à la qualité des diplômes que vous dispensez. Et donc, quelque part, cette évolution-là, on la constate moins chez vous. Je pense que c'est une opportunité à prendre, parce que cette mutualisation, c'est aussi un gain de temps et d'énergie et d'argent, très, très simplement. Et ensuite, c'est une opportunité de développement, même pour vous. C'est-à-dire, très simplement,
si il y a une certification au management qui est portée par les adhérents de la CGE, elle aura une visibilité sur le marché du travail qui sera bien supérieure à une certification qui serait portée par une seule école, quelle que soit sa puissance, sa force de frappe en termes de marque et de qualité. Donc ça, vraiment, c'est un point. Ça ne vaut pas sur toute votre offre, hein, ce constat-là. Hein. Il y a des choses qui sont très spécifiques, mais sur ce qui est transversal, sur certains métiers de service, ça peut valoir le coup de se poser la question parce que ça renforce un peu le constat qui était posé par Olivier, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a une taille critique et comment est-ce qu'on a une lisibilité dans l'univers concurrentiel qui est celui de la formation tout au long de la vie. Donc ça, c'est un point de réflexion, d'amélioration. Ça ne change pas grand-chose à votre enregistrement de vos dossiers parce que vous avez vu, les taux sont assez bons, mais je pense que c'est une opportunité à prendre. Une deuxième spécificité sur laquelle, alors qui ne vaut pas forcément pour tous les adhérents CGE, mais sur lequel je voulais quand même vous apporter une attention particulière, c'est le développement de la VAE. Si la majorité de vos apprenants viennent pour recevoir une formation chez vous, la VAE est quand même une voie d'accès qui présente un intérêt parce que ça renforce aussi votre lien avec l'entreprise puisque on fait le lien entre votre diplôme et une situation de travail concrète. Et ensuite, c'est un outil qui peut aussi intégrer une dimension de parcours modularisé. La VAE peut, à travers une expérimentation actuelle, mais je pense qu'à terme, ça sera un schéma général, se faire au niveau du bloc de compétences. Et donc, ça peut être aussi un outil d'appétence et de retour à la formation pour les publics actifs occupés. Et notamment, en premier lieu, les publics que vous formez parmi les populations adultes. Et donc, de ce point de vue-là, il est important, même si parfois il y a un peu de lourdeur dans le processus VAE, que vous puissiez assurer à la fois la communication et aussi un point d'attention quand même important, des tarifs qui ne soient pas trop prohibitifs. Parce que des fois, on observe quand même des tarifs sur la passation d'un examen VAE qui correspondent à plus d'une année de co-contrat en apprentissage. Bon, là, forcément, c'est un petit peu un irritant pour les partenaires sociaux de la commission. Ça ne suffit pas, et ce n'est pas ça qui va entraîner un refus d'enregistrement, mais voilà, il faut être attentif à cette dimension-là parce que c'est quand même un outil qui peut aussi être un outil de valorisation de votre offre et qu'il faut essayer de promouvoir, même si, bien entendu, il est normal que le flux principal soit un flux de formation. Donc, voilà ce que je vais vous dire. Et ensuite, dernier élément pour réagir et compléter ce qu'a dit Olivier, la modularisation, les blocs de compétences sont vraiment un enjeu. Je ne dirais pas forcément les micro-credentials parce que je me méfie du dévoiement qu'il peut y avoir derrière le terme. Il y a des discussions en cours avec la commission pour savoir le sens qu'on y met. Et notamment, il faut garder le lien à la certification. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment important, c'est que les blocs de compétences, c'est renforcer le lien avec les actifs occupés et vraiment vous inscrire dans une logique de mieux vous intégrer dans la formation continue à travers une offre plus modularisée qui s'adapte mieux par rapport même au temps de disponibilité des actifs concernés. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec le sujet des formations hors temps de travail en distanciel. Et donc, il y a vraiment un enjeu à travailler ça, en ayant toujours en tête une chose, c'est on est très attentif à ce qu'il y ait un lien avec l'activité professionnelle. C'est-à-dire que ce que vous proposez en termes de découpage en blocs de compétences doit faire sens dans l'organisation de travail. Et donc, on doit pouvoir corréler ça, sauf bien sûr quand on est sur du répertoire spécifique ou là, ça peut être du complètement transversal. Il faut pouvoir corréler ça à un diplôme, à une qualification, et donc toujours garder le lien avec le diplôme dans son ensemble, essayer de trouver la cohérence tout en assurant la modularisation. C'est le point d'équilibre à essayer de trouver. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Donc, ne pas monopoliser la parole, je laisserai bien évidemment mes confrères de vous poser des questions, mais quand même, je voudrais mettre l'accent sur la proposition que vous nous faites, ou plutôt l'opportunité que vous évoquez là, c'est tout ce qui est la mutualisation
de création de référentiels, de dépôt de référentiels dans les répertoires de France Compétences. Il faut dire que donc déjà nous à la conférence des grandes écoles, on a beaucoup réfléchi sur ce sujet. Nous sommes prêts, nous avons lancé le groupe de travail qui démarre donc d'ici peu ces travaux, et bien évidemment nous vous inviterons ainsi que vos collègues de participer à cette réflexion, parce que même de point de vue législatif, nous ne savons pas quelles sont les possibilités en fait. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés déjà sur le dépôt de nos référentiels à nous pour défendre notre offre, pour le rendre finançable, etc., etc. On s'est rendu compte effectivement que surtout sur les compétences transverses, on crée l'engouement et la queue par nous-mêmes. Autrement dit, sur les sujets comme gestion de projet, sur les compétences soft, managériales, etc., etc. Nos référentiels ne se distinguent qu'en quelques mots par-ci, par-là, mais les incontournables des compétences, ils sont évidents et suscitent le consensus de la part des acteurs de l'enseignement supérieur. Donc, effectivement, il faut qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on peut grouper en fait notre compréhension des compétences incontournables dans un tel ou tel domaine. Et ensuite, bien évidemment, si par exemple le CGE donc déposait à son nom le référentiel, donc comment ça se passe après, la régulation dans les droits d'utilisation, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que cette proposition, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Parce qu'au lieu d'être dans la queue à 200 avec à peu près le même référentiel, si on arrivait à créer un référentiel tous ensemble, ça pourrait vous aider. Ça pourrait, comme vous dites, augmenter notre visibilité sur le marché et donner la crédibilité aussi à nos certifications. Donc, je pense que tout le monde serait gagnant, y compris au niveau national, si en France, nous avons la même vision. Qu'est-ce que c'est que les incontournables compétences pour exercice de tel ou tel rôle en entreprise? C'est quand même aussi, quelque part, on part vers la qualité et le label national de notre vision d'excellence, en fait, dans l'exercice de tel ou tel métier. Donc, merci beaucoup pour cela. Et encore une fois, je laisse mes confrères à réagir. Donc, du coup, Thibaut, je te passe la parole pour l'animation de la deuxième séquence de notre table ronde, à savoir questions-réponses. Thibaut? Je suis là. Bonjour à tous. En fait, on a bien cadré le temps de tous les intervenants, mais Tatiana, on n'a pas assez cadré le tien. Hein. Mais ça, heureusement, on avait un quart d'heure de marge au démarrage, donc ça va bien rentrer. Négocié au début. En tout cas, bravo, tu as bien travaillé toutes les transitions, les introductions, ça permet de recadrer tous les intervenants. Je vais commencer. Moi, je pense qu'on est à 183 participants. C'est à la fois énorme, et je suis surpris qu'on n'ait pas plus de questions. C'est que les gens n'osent pas en poser. Donc, n'hésitez pas, il reste encore 20 minutes. Moi, je vais peut-être commencer par une question pour Olivier, pour recreuser là, sur le point des micro-certifications, et peut-être faire avoir un exemple concret à nous donner de voir, parce que comment au CNAM vous y êtes pris, comment vous avez enclenché cette dynamique de création de contenus digitaux, et comment vous positionnez ces créations de contenus digitaux par rapport au reste des formations. Je pense qu'on a tous ces problématiques-là. Moi, il y a un élément qui m'a interpellé dans l'introduction d'Anne-Sophie Barthès qui disait que dans la formation continue, on n'avait pas toujours les mêmes intervenants en formation initiale, formation continue. Je pense que nous, on représente des grandes écoles, on a ces problématiques d'intervention, formation initiale, formation continue, développement de formation en ligne. Et puis, on a vu avec la crise sanitaire qu'on basculait massivement vers du distanciel synchrone, et que ce n'est pas toujours la même chose que de construire des parcours et de s'inscrire dans une stratégie de développement digitaux à long terme. Donc, si vous aviez quelques exemples à nous donner, je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Alors, merci beaucoup, et je pense que c'est une question vraiment centrale. Nous en sommes au démarrage. En même temps, si on regarde les autres pays, en particulier les pays anglo-saxons, on voit un développement assez spectaculaire. Je pense aussi bien à Amérique du Nord qu'Australie et autres. Alors,
prenons un exemple, parce que votre question, c'est un exemple très concret. Je vais en prendre un exemple très concret. Le CNAM a longtemps été le leader des MOOC. Bon. Le MOOC, on en a fait 55. Bon. Les MOOC, c'est un peu… il y a à la fois les grands partisans et les grands adversaires. C'est une formation qui n'est pas en soi une formation telle qu'on peut l'imaginer, permettant d'accéder, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, à une vraie employabilité. En même temps, c'est une formation qui peut s'inscrire dans, je dirais, qui peut être une brique d'une formation plus large. Donc nous, très concrètement, on a reconnu un certain nombre de nos MOOC, je pense en particulier évidemment au MOOC de Cécile Dejoux de ressources humaines, avec un certain nombre de CTS qui sont reconnus pour une diplomation et évidemment pour une reconnaissance ultérieure. Et je pense qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il faut aller au-delà. Il faut qu'une fois que nous aurons franchi l'étape de la révolution culturelle des blocs de compétences, faire que nous découpions ces blocs de compétences en des modules très courts. L'heure est à des formations avec une vraie, extrêmement ciblée, extrêmement pointue, parce que, encore une fois, pour moi, c'est un exemple central, celui des reconversions d'entreprises, des reconversions qui sont liées. Donc, il faut à la fois faire deux choses, aller vers une formation extrêmement pointue et puis proposer un parcours qui permette de s'appuyer sur ces micro-certifications. Je vous prends un exemple, et sans être trop long. On peut imaginer que les métiers dont j'ai parlé, data scientist, intelligence artificielle, ça soit des métiers, puisque le thème du colloque, c'est la formation tout au long de la vie, des métiers de milieu de carrière. Prenons un informaticien qui a 20 ans d'informatique dans son groupe. S'il a envie de se projeter sur un demain, eh bien, il faudra lui faire des formations plus ou moins courtes, plus ou moins opérationnelles, pour qu'il se mette sur des sujets de data scientist ou d'intelligence artificielle. L'idée étant que ça soit une composante d'un bloc ou une composante d'une future certification ou diplomation. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. Hugues, vous vouliez prendre la parole? N'hésitez pas. Merci Thibault, merci. Oui, juste quelques secondes, simplement pour revenir sur les propos de Michael Charbit. D'abord, je partage, je ne vais pas aller plus dans le détail de ce qu'a dit Tatiana, mais je partage effectivement tout ce qui a été dit. Il y a une vraie opportunité par rapport à ces questions de référentiel et de mutualisation, et je sais que la CGE s'en emparera, et c'est tant mieux. Mais je voudrais surtout à l'occasion des propos très élogieux, très positifs qu'a tenu Michael sur les adhérents de la CGE, en profiter pour remercier Géraldine Cellier et ses équipes. Donc Géraldine est à la tête du pôle accréditation, à la fois pour son professionnalisme, son engagement sans faille, et je pense que les propos de Michael sont entre guillemets le juste retour de leur engagement, et je voulais profiter, et merci Michael d'avoir prononcé ces mots, et je voulais en profiter pour remercier Géraldine et les équipes pour leur engagement. Merci. Merci pour ces remerciements, Hugues. Et effectivement, merci à Géraldine, avec qui, j'imagine, comme beaucoup d'entre vous, on est en relation régulièrement pour améliorer nos pratiques et la qualité de nos demandes. Pour continuer sur une autre question qu'on avait, qui était en relation avec l'apprentissage, donc peut-être pour Anne-Laure, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais c'était une demande relative à l'articulation entre les mobilités internationales et l'apprentissage. Donc, c'était du point de vue des écoles d'ingénieurs, mais j'imagine que vous avez ces mêmes problématiques. Oui, alors,
Ouais, j'ai vu la question je crois que c'est Madame Jean-Jean qui posait la question, et là, j'ai pas la réponse, mais par contre, je vois tout, enfin, peut-être que ici, quelqu'un pourra nous éclairer. On observe des aberrations dans la loi, dans la mise en œuvre de la loi, et c'est vrai qu'on ne sait pas, la fin de sa question, c'est vers qui je dois aller et comment on peut changer ça, en fait. Donc, je reprends les propos, et puis n'hésite pas à intervenir si je les déforme. Mais d'un côté, tout est fait pour promouvoir la mobilité à l'international des apprentis. C'est même un des critères au niveau de Calliope. Donc, évidemment, on met tout en œuvre pour pouvoir promouvoir cette mobilité. Et d'autant plus dans le cas des diplômes d'ingénieurs, c'est une obligation, cette mobilité, de 12 semaines. Mais la loi, elle dit que quand on est au-delà de 4 semaines, ça suspend le contrat d'apprentissage. Donc, du coup, nos jeunes, ils sont plus payés pendant le moment de la mobilité. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Et comment on fait pour avoir une réponse? Comment on fait pour qu'on statue là-dessus à un moment donné? C'est le cas aussi. La loi prévoit une rémunération progressive sur 3 ans des rémunérations. Aujourd'hui, un Master 2 qui signe son premier contrat d'apprentissage, il est donc en année 1, et donc il est rémunéré 53% du SMIC, comme un second pro qui signerait son premier contrat. Et voilà, donc, et à un moment donné, on voudrait pouvoir s'adresser à quelqu'un et qu'on nous écoute, et on ne sait pas comment faire évoluer des choses comme ça, qui sont très handicapantes, en fait, dans les faits. C'est comme c'est le dernier exemple. Mais aujourd'hui, les coûts contrats, ils sont basés sur la durée du contrat de travail et non pas sur la durée de la formation. C'est-à-dire que nous, on met tout en œuvre pour que l'étudiant soit présent dès le premier jour de la formation, même s'il n'a pas de contrat. Il peut effectivement, on l'accompagne pendant 3 mois maximum pour signer un contrat, mais à partir du moment où son contrat dure 9 mois, on est payé 9/12 du contrat. Bon, voilà, des petits exemples comme ça où ça peut être handicapant, mais le coût de la mobilité, c'est quand même très, très handicapant. Et je ne sais pas répondre, je ne sais pas comment faire changer les choses au niveau de la loi, quoi. Je vous remercie, Madame Marron. C'est tout à fait ça, la problématique. Et j'espère qu'il y a parmi les auditeurs quelqu'un qui va se charger de cette question et qui va la faire remonter à qui de droit, parce que ça devient absurde et on n'a pas d'interlocuteur. Donc, on demande qui rédige ces lois et comment ils réfléchissent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de concertation avec des acteurs qui connaissent le sujet et qui sont impliqués dedans depuis des années, quoi. Je vous remercie. Imen ? Oui, bonjour. Juste sur ce point, je voudrais répondre à Adeline sur la question de la mobilité des apprentis à l'international et la question de la prise en charge pour la mobilité supérieure à 4 semaines. Donc, nous, à la CGE, on a alerté, bien évidemment, les services de la DGCIP et le ministère du Travail sur ce point. Pour l'instant, le sujet, nous n'avons pas plus de retours sur ce point, mais en tout cas, on le suit activement avec le MESRI en particulier et les autres conférences. Bien évidemment, nos collègues de la CDFI et de la CPU, puisqu'on est sur la même longueur d'onde sur ce point-là. Voilà. Et Olivier, vous vouliez apporter un complément aussi? Oui, juste en un mot, on vient de créer, donc c'est aussi une invitation à nous rejoindre, une association qui s'appelle EuroApp Mobility, présidée par Jean Arthuis, dont je suis le secrétaire général, qui vise à précisément, et notamment en profitant du semestre de la présidence française de l'Union européenne qui aura lieu l'année prochaine, pour mettre en avant la mobilité longue des apprentis, et évidemment à commencer par la mobilité européenne. On fait une réunion d'ailleurs, alors malheureusement c'est en mode Covid encore, mais en présence d'Elisabeth Borne et de Clément Beaune lundi matin au CFA du CNAM. Et en tout cas, c'est un message sur lequel je pense. Alors, rejoignez EuroApp Mobility. Moi, je n'ai aucun royalty, hein, ce n'est pas le CNAM, donc venez. Et puis, c'est évidemment quelque chose, et je pense que si, notamment, il y a une prise de position, je me permets de dire ça aux autorités de la CGE,
s'il y a une prise de position officielle pour défendre cette mobilité longue, la fluidifier, la simplifier, parce qu'effectivement, les règles sont kafkaïennes, ça sera très important. Comme j'ai la parole et je ne pense pas l'avoir de nouveau, je voudrais dire que ce que dit Michael sur le fait de travailler ensemble, on est plus fort ensemble et on fait du gagnant ensemble. C'est absolument essentiel, alors qu'il y a souvent voilà, des effets de concurrence pernicieux. Voilà ce que je voulais dire. Merci Olivier. Il nous reste 9 minutes. J'aimerais bien avoir encore 2 petites questions. Une pour Nicolas, peut-être pour revenir, je respecte l'ordre chronologique des interventions. Nicolas, pour revenir sur un conseil, encore une fois, on a beaucoup de participants. Je pense que dans les établissements d'enseignement supérieur, on est plus ou moins à l'aise avec les relations avec les OPCO. Et si vous aviez un conseil d'action assez pragmatique à entreprendre pour une école dans ses relations avec les OPCO, qu'est-ce que ça serait pour un établissement qui n'a pas l'habitude d'avoir ce type de relation, pour quel sujet faut-il vous contacter par rapport à ce contexte? Alors, je pense on peut différencier peut-être un peu les situations. On a régionalement des interlocuteurs qui sont des développeurs de l'alternance qui ont le rôle, justement, qu'on a fait évoluer de jouer cette interface entre les écoles et l'OPCO. On a au niveau au national, on a créé un poste de chef de projet réseau des CFA qui regroupe une trentaine de CFA parmi les plus importants. Donc si sur la partie vraiment apprentissage, sur ces nouvelles questions, on a structurer en tout cas des interlocuteurs. Alors bien évidemment, tout n'est pas parfait. Bien évidemment, on ne répond pas à tout le monde en permanence, mais et sur la partie, beaucoup de questions qu'on a aussi sont plutôt liées aux problématiques de gestion. Et on a là aussi lancé un certain nombre de communications vers ces interlocuteurs pour les positionner. Donc, pour répondre un petit peu à la question, un sujet qui a été évoqué tout à l'heure sur, on a une approche, par exemple, sur un nationale ou régionale. Nous, en tout cas, on a une approche nationale déclinée en région. Notre traitement est national centralisé, mais on a des interlocuteurs dans chaque région qui sont dédiés pour la relation avec les CFA et avec les écoles. Donc, c'est par eux qu'on passe en priorité sur ces questionnements. Excusez-moi, comment est-ce qu'on peut avoir les coordonnées des interlocuteurs? Parce qu'on a l'impression que les OPCO communiquent avec les CFA, mais pour les écoles qui ne sont pas elles-mêmes CFA, c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'on a développé spécifiquement parce qu'il y avait ces questions particulières. Après, ça va dépendre un petit peu des sujets. On pourra peut-être vous faire une réponse un peu plus en parallèle, un peu plus thématique. Parce qu'en fait, suivant que les sujets sont des sujets plutôt d'ordre certification, prospective, opérationnelle ou autre, vous n'allez pas avoir effectivement les mêmes portes d'entrée. Donc, il faut peut-être mieux qu'on fasse des typologies. Ok, merci. Et peut-être une dernière question pour Michael, revenir sur les questions des certifications. Et donc, moi, j'ai bien entendu, ça fait un petit moment qu'on discute avec Tatiana dans le groupe de travail formation continue sur les besoins de plus collaborer, plus échanger. Et puis, ça fait partie de nos échanges quotidiens. Mais concrètement, vous, quand vous évaluez les demandes de certification, est-ce que vous avez ce filtre à un moment d'évaluer les certifications en comparaison des autres qui existent, et est-ce que vous envisagez à moyen terme, si vous avez 10 certifications de qualité équivalente, de refuser la 11e en disant on en a déjà 10, donc ça n'a plus de sens d'en avoir une de plus? Alors, ça dépend des répertoires, en fait. Parce que quand on est au RNCP, de toute façon, on regarde l'insertion dans la cible d'emploi et on apprécie la valeur d'usage de la certification à travers ça. Quand on est sur le répertoire spécifique, ça peut plus être porté sur quelle est l'ampleur de la certification, c'est-à-dire quel est son effet de signal sur le marché du travail. Et là, de ce point de vue-là, on peut commencer à regarder
disons, l'assise qu'elle peut avoir. Par contre, c'est clairement interdit, c'est anticoncurrentiel de dire le 11e, vous oubliez, parce que si je fais ça, je ferme complètement le marché, j'empêche toute initiative d'émerger. Alors, c'est sûr que quand je vois la 30e ou la 40e certification d'infographiste qui nous arrive, bon, on sent moins l'urgence pour le marché du travail. Donc, on va être peut-être un petit peu plus sévère parce qu'il faudrait que la certification montre son intérêt. Mais en tout cas, il n'y a pas d'effet volume. On n'a pas d'objectif de baisse du chiffre, par exemple. Hein, ça se fait naturellement à travers la régulation de la qualité. Et donc, voilà. Donc, pas de sélection au détriment des entrants. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup, Thibaut. Je vais peut-être dire 2 mots en clôture, mais Thibaut, je te laisse d'abord la primeur de terminer la séquence, peut-être questions-réponses. Non, mais c'est tout bon pour moi. Merci à tous pour ces échanges. Et ouais, Tatiana, je te laisse conclure. Tu as encore 3 minutes. Waouh! Wow. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Peut-être en synthèse, je vais garder la phrase d'Olivier. Ensemble, on est plus fort, toujours. C'est hyper important de maintenir le dialogue parce que la pire des choses qui puissent arriver, c'est la rupture de relations parce que c'est vrai que dans le paysage législatif kafkian, dans les expériences parfois assez amères qui impactent nos business, qui épuisent nos équipes, etc. C'est très important, encore une fois, d'échanger, de trouver des leviers d'optimisation des processus tout en faisant le chemin. Et là, tout au long de notre discussion, j'ai beaucoup apprécié le partage d'informations. Si, Mesri travaille sur ce sujet. Il y a déjà quelque chose qui a été publié. Et donc, du coup, les lieux, espaces, temps que nous pouvons partager pour débattre de tout cela, pour partager les informations sont très, très, très importants. Je remercie de tout cœur aussi Imen Missaoui, qui est chargée de mission formation et entreprise à la conférence des grandes écoles, qui nous a aidés à monter cette table ronde et qui accompagne donc les travaux de groupe de travail formation continue tout au long de l'année. Et au plaisir de vous retrouver bien évidemment dans d'autres contextes, dans d'autres lieux pour continuer à réfléchir ensemble. Hugues, je vous repasse la parole. Merci Tatiana, mais vous faites ça merveilleusement bien, donc je serais tenté de vous la laisser. En tout cas, merci à Thibaut aussi pour l'animation du chat. Et puis, sur des questions de timing, je veux dire, on ne pouvait pas faire mieux. Merci aux intervenants, merci Michael, merci Olivier, au plaisir. Merci à Nicolas et à Anne-Laure. Ce que je vous propose, c'est de faire une pause d'une dizaine de minutes pour revenir sur l'étude, le rendu de l'étude formée en 2030 qui sera extrêmement passionnante, je n'en doute pas. Et puis, à très vite, à très bientôt dans 10 minutes. Donc, merci.